Bonjour à tous, merci d'être là à cette table ronde sur l'édition CROI 2017 ici à Seattle. Donc on va essayer de faire un petit bilan un peu à chaud de cette conférence. Donc on va commencer par avoir les impressions de Françoise Barré-Sinoussi. Merci Bruno. C'est un peu compliqué parce que finalement, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a de très nouveau, à mon avis, pas grand-chose. Il y a surtout, j'allais dire, des confirmations ou une évolution des données par rapport à ce que l'on connaît déjà. Et je vais parler peut-être plus particulièrement dans un domaine que je suis de plus près, c'est le domaine des traitements du futur, en tous les cas, les mécanismes de persistance, les réservoirs viraux, etc. Or, on voit qu'il y a de plus en plus de données qui confirment finalement qu'il y a une expansion de façon clonale des cellules qui contiennent le virus à l'état latent, des clones de cellules qui contiennent ce virus à l'état latent, que finalement il y a du virus dedans, à la fois d'effectifs mais aussi des génomes entiers de virus dans ces cellules, que ces cellules prolifèrent, certainement par des mécanismes d'activation des cellules T, mais aussi le rôle des cytokines dans cette prolifération a été évoqué pendant la conférence. Ça, j'allais dire, c'est les mécanismes de persistance. Et puis, il y a eu des données que j'ai trouvées intéressantes parce que ces derniers mois, on a appris qu'avec un anticorps contre l'intégrine alpha-4 bêta-7, qui est une intégrine qui est responsable du homing des cellules dans l'intestin, et des données publiées maintenant il y a quelques mois ont montré qu'un anticorps contre cette molécule était capable d'éliminer en tous les cas le virus ou de contrôler le virus. Et là, il y a eu une présentation que j'ai trouvée intéressante qui montre que l'intégrine alpha-4 bêta-7 est incorporée dans le virion et que ça peut-être expliquer certains mécanismes par lesquels le virus ne pourrait pas, j'allais dire, se disséminer si on traite par des anticorps contre cette molécule intégrine. Donc voilà un petit peu ce que j'ai retenu, et puis peut-être des résultats un petit peu plus décevants. Par exemple, je pense à la présentation de Louis Speaker sur son vecteur CMV qui montrait une élimination aussi du virus, une suppression du virus, et finalement on s'aperçoit que sur le long terme il y a quand même un rebond de virus chez les singes qui ont été traités avec ce vaccin, et que ça remet finalement, et la présentation de Jean Tanat aussi a un peu évoqué ça, que ce soit des candidats vaccins, que ce soit aussi des anticorps à activité neutralisante large, ça ne suffira pas pour être utilisé dans des traitements qui pourraient induire la rémission. Il va falloir associer à autre chose et probablement essayer d'éliminer justement ces cellules à l'état latent. Alors on attend beaucoup de résultats qui vont venir et que je pense qu'on aura peut-être à Paris à la conférence du mois de juillet sur de nouveaux marqueurs justement d'identification des cellules qui contiennent le virus à l'état latent, et ce qui pourra peut-être nous permettre à cibler plus particulièrement ces cellules. Voilà. Merci Françoise. Marc, est-ce que tu peux nous parler un peu des progrès au niveau des traitements? Oui, absolument, mais je suis d'accord avec Françoise que certainement la réunion à Paris cet été, l'IAS Paris 2017 sera une conférence beaucoup plus importante que cette conférence à Seattle. Donc tout le monde doit effectivement être à Paris en juillet 2017. Deuxièmement, par point de vue de traitement, il y a un nouveau médicament qui semble avancer très rapidement, notamment Bictegravir de Gilead. Et c'est une molécule qui se ressemble beaucoup peut-être à dolutegravir par point de vue de structure, également par point de vue de profil de résistance, et également, il semble, par point de vue d'activité antivirale. Donc ici, à cette conférence, pour la première fois, nous avons
observé les résultats d'une étude clinique en phase 2 qui démontre plus ou moins une activité très semblable à dolutegravir, qui est une bonne chose, probablement pour les patients atteints de VIH. Nous aurons bientôt un autre médicament capable de réduire très rapidement la charge virale et également capable de donner lieu à une situation dans la clinique très favorable. Aussi, il y avait un nombre d'études au sujet de l'utilisation de dolutegravir, qui est un excellent médicament en monothérapie. Monothérapie avec dolutegravir est un sujet effectivement très fragile. Personne ne recommande l'utilisation de dolutegravir en monothérapie, mais malheureusement, parfois, il y a des patients qui prennent une décision eux-mêmes de laisser tomber leurs nucléosides pour différentes raisons. Peut-être ils pensent que les nucléosides sont trop toxiques et ils pensent qu'il n'y a pas beaucoup de risques associés à un effort en monothérapie. Donc, chez nous à Montréal, définitivement, il y a un groupe de patients qui ont décidé eux-mêmes d'être sur monothérapie sans la permission d'un médecin, effectivement. Donc, comment contrôler ça? Et je pense qu'il faut débuter en disant, oui, donc si quelqu'un prend une telle décision, nous avons une responsabilité de dire ce qui se passe après une expérience que quelqu'un décide effectivement de faire lui-même sur son propre corps. Donc c'est stupide, c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui arrive. Et définitivement, il y avait quelques présentations à cette conférence qui démontrent, oui, si vous switchez, effectivement, si vous débutez sur une trithérapie et par la suite vous laissez tomber les nucléosides pour être uniquement sur dolu en monothérapie, vous risquez d'avoir des mutations associées à la résistance. Donc, c'est une leçon importante et définitivement, la leçon est il faut garder 3 médicaments en tout temps. Peut-être à l'avenir, il y aura des essais cliniques qui vont démontrer qu'avec ces nouveaux inhibiteurs d'antigaz, on peut utiliser que 2 médicaments à la fois, mais nous ne sommes pas encore là. Peut-être à Paris ou peut-être d'ici un an, à la CROI 2018, il y aura d'autres résultats à ce sujet. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots? J'ai entendu parler des inhibiteurs de capsid. De capsid. Oui, absolument. Donc, vraiment, c'était une présentation également de la part des scientifiques qui travaillent chez Gilead. Et il semble qu'ils ont développé des produits qui peuvent empêcher le capsid, probablement par différents mécanismes au même moment. Donc, très encourageant comme résultat. Et l'un des mécanismes semble être dans l'entrée de l'ARN viral dans le complexe qui a été effectivement découvert en France par Pierre Chanot à l'intérieur de noyaux. Et donc, si on pourra empêcher cette étape, ce sera une grande découverte. Mais également, ils ont beaucoup d'évidence que ce produit peut interférer également avec l'assemblage viral, donc des étapes de maturation à la fin de cycle de réplication du VIH. Donc, vraiment très encourageant et espérons qu'il y aura également un premier produit de ce genre bientôt pour aider ceux qui sont infectés au VIH. Parce que là, c'est une nouvelle classe. Oui. Donc, ça apporte quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que les autres molécules, c'est plus pour des raisons de marketing, pour pouvoir, par exemple, pour Gilead, être en concurrence avec le dolutegravir et faire leur anti-intégrase à eux pour vendre un seul comprimé. Absolument, tu as parfaitement raison. Donc, quoi d'autre à cette conférence? Mais évidemment, il y a beaucoup de papiers reliés au Zika. Et évidemment, c'est un sujet d'importance, sans doute. Et effectivement, il y aura en tout temps des virus émergents. Et nous devons faire beaucoup d'ouvrages pour effectivement ne pas permettre à ces différents virus à nous tuer. Il y a aussi de plus en plus de données, on sent venir les inquiétudes concernant la résistance aux antirétroviraux, y compris pour le traitement en tant que prévention. La possibilité qu'il y ait une augmentation chez les patients naïfs de tout traitement de résistance aux antirétroviraux est quand même une inquiétude que l'on commence à percevoir. Non? Absolument. Et il faut faire une distinction aussi
entre un pays comme la France ou le Canada ou les États-Unis et ce qui se passe dans les pays en développement, où nous voyons maintenant énormément de résistance, beaucoup de personnes qui ont développé de la résistance, et la raison est effectivement très facile à comprendre, notamment le médicament qui continue à être utilisé presque en tout temps partout au monde dans les pays en développement, est les Favirenz, donc un produit NNRTI, INTI. Et effectivement, c'est un produit qui n'a pas la même efficacité que les inhibiteurs de l'intégrase. Et donc, ça donne lieu très rapidement à la résistance. Et comment nous pouvons continuer dans l'année 2017 en utilisant un produit, effectivement, qui n'est pas l'idéal. Nous savons que ce n'est pas le produit idéal. Ça jouait un rôle de profondeur pendant au minimum 12 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, nous devons traiter tout le monde en première ligne avec un inhibiteur de l'intégrase. Point la ligne. Très bien, merci. Alors, on a la chance à cette table ronde d'avoir une jeune chercheure. C'est bien parce qu'on a besoin de relève. C'est très important que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent sur le VIH et qu'il y ait un renouvellement de jeunes chercheurs. Tu as une bourse, c'est ça, pour venir? Oui, j'ai eu le Young Investigator. Donc tu vas nous parler d'un peu la situation dans un pays en développement intermédiaire quand même, la Thaïlande. La Thaïlande, c'est une énorme cohorte en fait, qui a commencé maintenant il y a presque 6 à 7 ans de ça. Puis en fait, ce qui est très intéressant sur cette cohorte, c'est qu'ils ont réussi à recruter des personnes qui étaient en phase aiguë de l'infection et à les mettre sous traitement à ce moment-là. Puis ça, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Puis c'est la première cohorte humaine d'une aussi grande échelle à pouvoir être traitée aussitôt. Puis je pense que ça peut apporter beaucoup au niveau de ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe, par exemple à l'établissement de la latence ou du réservoir dans cette phase, comment ça s'établit, où est-ce que ça s'établit, mais aussi il n'y a pas que la Thaïlande, il y a la même étude qui est en train d'être montée aussi en Afrique avec la cohorte fraîche. Et ce sera aussi intéressant de comparer les deux cohortes. Il y a la cohorte, je suis obligée de le dire quand même, la cohorte internationale Visconti, bien sûr. qui est en train de se monter suite aux résultats des patients Visconti en France. Puis, puis participer à CROI en tant que jeune étudiante, c'est très intéressant de pouvoir avoir en quelques jours une aussi grande diversité et grande image de tout ce qui se passe. Non seulement, moi je travaille beaucoup sur le réservoir latent, mais je découvre tout un nouveau domaine par rapport à la vaccination, qui est quelque chose que j'étais moins familière avec. Mais toi, qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette cohorte? Tu analyses la biologie des prélèvements? Ce que je fais, en fait, je fais de la quantification de réservoirs chez ces individus qui sont traités très tôt dans la phase aiguë de l'infection. Puis on essaye de comprendre où est-ce qu'on peut trouver le virus, est-ce qu'on le trouve dans quel tissu, puis aussi dans quelle sous-population des CD4 T-cells on peut le retrouver. Et on essaye après de voir, parce que c'est maintenant très bien décrit que si on traite assez tôt, on voit qu'il y a une diminution du réservoir, mais ça veut dire quoi traiter tôt? C'est combien de temps traiter tôt? Et puis finalement, en fait, on se rend compte que peut-être notre fenêtre d'action serait vraiment réduite à pratiquement les 30 premiers jours de l'infection. Et peut-être à la fois, il faut traiter tôt, pas trop tôt non plus. Là, il y a une fenêtre bien précise. Après aussi, c'est le problème, c'est que ce que Jindanat a présenté et elle présente, c'est que peut-être traiter effectivement trop tôt, comme dans les 10 premiers jours de l'infection, il n'y a aucune réponse. Et alors, ça fait que même s'il y a très peu de virus et qu'on ne le détecte pas, en fait, il va revenir parce que non seulement il suffit qu'il y ait un virus qui se réactive, puis après ça, s'il n'y a aucune réponse et que le corps n'est pas prêt à recevoir ça, il va y avoir un rebound qui est complètement comme la première fois. Et quels sont les médicaments qui sont utilisés? Quels médicaments sont utilisés en traitement? En fait, il y a différents médicaments, mais ils utilisent le raltegravir. Raltegravir, donc c'est un excellent choix.
Donc c'est une lecture de l'intégrale. Oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est ce que dit Tanat et qui est tout à fait intéressant, c'est chez les enfants, malheureusement nés encore aujourd'hui, étant infectés de leur maman, les traiter très tôt peut être quelque chose d'intéressant, d'autant plus que la réponse immune chez l'enfant est quand même distincte de chez l'adulte. Donc il y a plusieurs études qui sont en cours justement sur le traitement précoce. Ça, c'est très nouveau, effectivement, toute cette panoplie. Puis il y a eu beaucoup de sessions sur les enfants cette année, en tout cas à Croy. Puis c'est effectivement une autre partie de ce qui est en train de se faire en Thaïlande. Après, c'est compliqué parce qu'il faut mettre ces enfants tôt sous traitement. Puis ils sont répartis partout dans la Thaïlande. Donc comment les trouver, puis être sûr qu'ils prennent le traitement. Comment leur donner le traitement aussi, c'est pas forcément, c'est une question qui est... Et puis aussi faire des explorations sur les différents compartiments où peuvent être présents les réservoirs viraux, c'est un peu compliqué aussi chez l'enfant. Même au niveau du sang, c'est difficile. On ne peut pas non plus prendre... on peut pas. C'est déjà difficile chez l'adulte, mais encore plus chez l'enfant, d'autant plus qu'il y a aussi plus en plus de données qui montrent combien... il y a l'intestin bien sûr, mais il y a aussi les ganglions et les follicules B au sein des ganglions qui sont extrêmement importants, avec des sous-populations de cellules folliculaires, T folliculaires, qui peuvent servir de réservoir, qui est tout à fait intéressant et qui peut être important. Et là, il y a eu aussi une présentation qui décrivait aussi une sous-population de ces cellules présentes au niveau de l'intestin également. Bruno, quoi de neuf par point de vue social, quoi de neuf par point de vue de PrEP? Au niveau de la prévention, moi j'ai surtout assisté à ces sessions-là. J'ai vu qu'aux États-Unis, la PrEP, effectivement, c'est quelque chose qui est bien enclenché et que maintenant, l'idée, c'est surtout de donner envie aux populations les plus exposées de la prendre. Et qu'aux États-Unis, on a un problème par rapport notamment aux jeunes blacks qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui est la sous-population où il y a le plus de contamination et où pourtant, c'est là où il n'y a pas suffisamment de PrEP pour différentes raisons. Et que donc faut mettre en place des interventions pour attirer ces personnes vers des dispositifs de PrEP. Alors pour ça, faut décentraliser l'offre de PrEP. Il y a eu des expérimentations en pharmacie de ville. On a montré, par exemple, c'était tout à fait faisable de faire un suivi de PrEP dans une pharmacie. Faut aussi développer tous les outils de dépistage, toutes les offres de dépistage qui peuvent être un bon moyen d'attirer les personnes ensuite vers la PrEP quand on a un test négatif. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le lien entre prévention du VIH, prévention des IST. Alors aussi bien sur le plan, j'allais dire, d'organisation des soins, parce que quand on fait venir quelqu'un pour une IST, on peut mettre en place, et il y avait plein de communications qui montraient qu'on peut transformer ces lieux où on traite les IST aussi en points où on peut délivrer de la PrEP. D'ailleurs, je suis très content de voir ça, parce qu'en France, je trouve que pour une fois, on est en avance. Parce qu'on a fait une réforme où les centres de dépistage du VIH ont été fusionnés avec le centre de dépistage des IST. Et c'est une nouvelle réglementation qui a mis en place des centres qui font les deux de façon intégrée. Donc ça paraît tout à fait logique. Et puis même d'un point de vue plus fondamental, j'ai trouvé qu'il y avait un lien. On voit très, très clairement que les IST et tout ce qui est, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, ça peut augmenter le risque d'acquisition du VIH. Et il y a eu des études sur ce qu'on a appelé le microbiome, c'est-à-dire la flore bactérienne qui est au niveau vaginal, où on voit que selon un certain déséquilibre, on est plus à risque de pouvoir se contaminer ensuite. On avait vu ça notamment dans des contextes africains. On a vu aussi que au niveau de la flore, au niveau du pénis aussi, ça expliquait un plus grand risque d'acquisition qui pourrait expliquer pourquoi la circoncision est une mesure qui diminue le risque d'acquisition chez les hommes hétérosexuels, parce que ça réduit considérablement cette flore microbienne qui est parfois justement un moyen de faire sécréter certaines cytokines inflammatoires et qui augmente le risque d'acquisition du VIH. Et donc, ce lien il est vraiment intriqué. Tous les gens qui n'aiment pas la PrEP disent, vous allez voir, quand les gens vont être sous PrEP, ils vont avoir plein d'IST.
Mais, c'est pas vrai. Mais en fait, il y a plus d'IST dépistés parce que justement, on les recherche. Mais peut-être qu'à terme, le fait de s'occuper des deux en même temps, on va pouvoir diminuer aussi la quantité de personnes qui ont des IST asymptomatiques. Parce que quand on va chercher un préservatif dans une pharmacie, personne ne vous regarde si vous avez des IST asymptomatiques. Et donc, elles continuent à se transmettre. Alors, quand on va chercher la PrEP, c'est dans un contexte médicalisé et du coup, on peut s'occuper des IST. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut tout de suite les traiter. Alors, il y a eu aussi un essai qui a été montré, une intervention qui était un essai niché au sein de l'essai Hypergay en France par Jean-Michel Molina, et qui a essayé de faire un traitement post-exposition par de la doxycycline chez les personnes qui avaient un rapport sexuel. Les personnes décidaient, entre 24 et 72 heures après l'exposition, de prendre de la doxycycline comme traitement post-exposition. Alors les résultats sont, je dirais, mitigés. Au total, on a une réduction de la moitié des IST chez les gens qui prenaient la doxycycline par rapport à ceux qui prenaient un placebo. Donc la moitié, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est pas complètement terrible. Quand on regarde plus précisément sur quel IST, on voit par exemple que sur le gonocoque, il y a 0 efficacité. Par contre, ça marche très bien, très bien. Ça marche à 3/4, c'est donc 75% d'efficacité pour la syphilis, et un petit peu moins pour les chlamydiés. Donc, on n'a pas on n'a pas une réponse 100% sur ce genre de stratégie. On ne sait pas non plus si après ça peut induire ou non des résistances. Donc, pour le moment, c'est juste une première recherche qui doit être confirmée, qui doit être mieux analysée. C'est des résultats préliminaires. On ne peut pas encore recommander d'utiliser cette stratégie en routine, surtout pas. Mais ça va sans doute ouvrir la voie à plein d'autres types de recherches pour aussi faire de la prévention des IST associée à la prévention du VIH. Alors que ce soit de la pré-exposition, de la post-exposition, peut-être que ça va aussi stimuler la voie de la vaccination sur certains germes. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas de vaccin contre le gonocoque, par exemple. C'est comme une bactérie, c'est pas si différent d'un méningocoque. Ni syphilis. Syphilis, je sais que c'est plus compliqué parce que c'est des petites bactéries qui sont beaucoup plus petites. Mais le gonocoque, qui est assez prévalent, notamment dans la population gay, on pourrait imaginer faire un vaccin. Peut-être que le marché n'est pas suffisamment grand, il n'intéresse pas les industriels du vaccin. Mais en tout cas, le fait d'intégrer la recherche sur les IST avec la recherche sur le VIH est une très bonne chose. Et pour moi, c'est ce qui restera vraiment marquant de cette CROI, c'est que les deux semblent associés. Et on ne peut pas considérer que les chercheurs sur le VIH ne doivent pas s'intéresser aux IST et réciproquement. Tout ça doit marcher ensemble. Dis-moi Bruno, et peut-être aussi Marc, vous avez vu, vous, des résultats sur les drogues à effet retard? Moi, j'ai vu... Tant en prévention qu'en traitement. J'ai vu, il y avait une communication sur les résistances, mais c'était fait chez le singe pour trouver le profil de résistance au cabotegravir. Donc le singe, on simulait une primo-infection, puis après on lui mettait du cabotegravir. Et on voyait effectivement qu'il y avait des mutations qui se mettaient en place et qui grillaient toute la classe des anti-intégrases. Donc ça, c'est un petit peu effrayant si on pense qu'on utilisera en PrEP des médicaments à longue durée d'action. Et quand les gens veulent arrêter, le médicament est encore là de façon suboptimale pendant 1 an. Et donc il y a un risque, si on se réexpose, de se griller complètement la classe des anti-intégrases. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que les anti-intégrases, c'est quand même le traitement qui est quand même, si j'ose dire, le plus cool actuellement pour les patients en termes de tolérance et d'efficacité. Donc, c'est pas gagné, à mon avis, en PrEP, c'est pas gagné d'avoir les injectables à cause de ce problème de pharmacocinétique. Peut-être que les implants seront mieux. Mais pour le traitement, oui, peut-être. Peut-être pour le traitement, oui. Mais il faudra encore... Moi, je ne suis pas convaincu pour le moment de ce que j'ai vu, mais ça n'a pas été montré cette année, c'était l'an dernier, des études d'acceptabilité. Alors, il disait que c'était bien accepté d'avoir des injections douloureuses, c'est comme des injections douloureuses, mais c'était des gens qui étaient volontaires pour entrer dans l'essai. Donc, en pratique, ceux qui n'étaient pas volontaires comme ça, je ne suis pas sûr que tout le monde va accepter de bon cœur d'avoir des injections douloureuses tous les mois. Surtout qu'il n'y a pas que le cabotegravir, il y aura souvent, ça va être associé à la rilpivirine par exemple. Donc ça fait dans chaque fesse une injection hyper douloureuse. Alors bon, voilà, peut-être qu'on aura besoin de savoir quel est le profil de personnes qui acceptent ce type de traitement.
Peut-être qu'on peut imaginer que c'est les plus jeunes qui n'ont pas d'autres comprimés associés, parce que si de toute façon, quand on vieillit, on prend plein d'autres comprimés. Donc, de toute façon, 1 ou 2 comprimés de plus, 1 ou 2 comprimés de moins, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas de comprimés à prendre. Oui. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, si ce n'est que, bon, je crois que les résultats que l'on a sur la persistance et ce qui se passe dans le domaine du cancer est quelque chose quand même de plus en plus intéressant à regarder d'un point de vue différence et similarité pour peut-être aller vers de nouvelles voies thérapeutiques pour demain. Et ça sera l'objet d'un forum qu'on organise aussi à Paris au mois de juillet. Oui, effectivement, il n'y a aucun doute que la conférence à Paris, dans juillet 2017, sera beaucoup plus importante que cette conférence aux États-Unis. Donc, nous devons tous être à Paris d'ici quelques mois. Et la communauté française sera ravie de vous accueillir. Merci beaucoup.